Je me tourne vers Hélène Frade qui nous a rejoint pour la presse internationale. On va recommencer, Hélène, cette revue de presse en Syrie, où on l'a dit, les rebelles ont perdu un tiers environ d'Alep-Est et le régime espère reprendre rapidement la ville dans sa totalité. À Alep, raconte Lorient Le Jour, les rebelles perdent pied et des milliers de civils, après avoir enduré des mois de siège, tentent de fuir les bombardements dévastateurs. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il s'agit du premier exode de ce genre à Alep-Est depuis près de 4 ans, alors que le porte-parole des casques blancs syriens parle d'une situation catastrophique. Le quotidien libanais évoque la descente aux enfers et le désarroi total des habitants. Si ça continue, ce sera un carnage, témoigne l'un d'entre eux. Qu'est-ce qu'il va nous arriver? Allons-nous tous mourir comme ça? Il n'y a plus d'hôpitaux, plus de médicaments. J'ai peur pour ma famille. Pourquoi le monde ne fait-il rien pour nous? Je me pose la question et je ne trouve pas de réponse. Que fait le monde pour les civils d'Alep-Est? À voir, Vincent, avec ce dessin du quotidien Pan-Arabe basé à Londres, Al-Quds Al-Arabi, qui montre ce qu'il se passe dans le ciel syrien. Un embouteillage d'avions de chasse américains, turcs et russes. On reste au proche Moyen-Orient, Hélène, avec cette tribune de l'ancien président américain Jimmy Carter, une tribune dans laquelle il plaide en faveur d'une reconnaissance de la Palestine par les États-Unis. Âgé de 92 ans, le prix Nobel de la paix et le plus ancien président américain encore en vie, explique dans The New York Times que l'on ignore encore quelle sera la politique de la prochaine administration envers Israël et la Palestine, mais qu'on connaît celle de l'administration actuelle. Le but du président Obama, écrit Jimmy Carter, a été de promouvoir une solution négociée à ce conflit sur la base de 2 États vivant en paix côte à côte. Ce projet est aujourd'hui gravement remis en cause, mais je suis convaincu que les États-Unis peuvent encore modeler le futur du conflit israélo-palestinien avant que le président élu n'entre à la Maison-Blanche. Mais le temps presse et l'actuelle administration doit franchir le pas à la fois simple et vital qui consiste à reconnaître un État palestinien comme 137 pays l'ont déjà fait, avant évidemment le 20 janvier prochain. Voilà pour cette tribune de Jimmy Carter. Les États-Unis, où l'État du Wisconsin va commencer, ce sera jeudi, le recomptage des voix de l'élection présidentielle. The Wall Street Journal rappelle que ce recomptage intervient à la demande de la candidate écologiste Jill Stein, mais rapporte également que les responsables électoraux s'attendent à ce que Donald Trump confirme sa victoire dans cet État. L'initiative exaspère pourtant le président élu qui dénonce une supposée fraude électorale grave le 8 novembre dernier et affirme, sans toutefois en apporter la preuve, que des millions de gens ont voté illégalement au scrutin qu'il a remporté face à Hillary Clinton. Des propos qui exaspèrent à leur tour The Daily Beast. Le site dénonce la façon dont l'entourage de Donald Trump frette assaut de mensonges, malgré le fait qu'il n'apporte aucune preuve, rien, zéro, nada, à ce qu'il dit. Donald Trump a de nouveau déclenché une tempête sur Twitter, assurant que des millions de personnes ont voté illégalement, s'indigne le site. Tandis que The Washington Post, qui parle de fraude imaginaire, accuse la préoccupation exprimée par le président élu de constituer un danger pour la démocratie. Je cite, « La récente campagne présidentielle a érodé l'une après l'autre les traditions, mais à l'arrivée, la légitimité des résultats et la sanctification d'une transition pacifique ont été réaffirmées, ou du moins, c'est ce qu'il semblait, regrette le journal. » Et on reste aux États-Unis pour terminer, dans le Dakota du Nord, cette fois, où des Amérindiens manifestent depuis des mois contre un projet de construction d'oléoduc. Ils protestent contre la construction de cet oléoduc sur des terres ancestrales, sacrées selon eux, au nord de la réserve de Standing Rock. Les Sioux qui y habitent estiment que le projet de l'oléoduc passe beaucoup trop près des ressources en eau de la région et ils disent craindre un désastre écologique majeur. Le chanteur Neil Young et l'actrice Daryl Hannah, qui ont rejoint comme plusieurs personnalités américaines le combat des Sioux de Standing Rock, présentent leur combat comme une bataille symbolique en faveur de tout ce qui est bon, en faveur de tout ce qui est important. Un combat contre la laideur, je cite, de ce qu'ils appellent Corporate America, l'Amérique des entreprises. Et voilà donc pour la presse internationale. Merci Hélène Frade, merci pour cette revue de presse.